Début de la musique, ambiance douce et mystérieuse, peut-être avec des sonorités africaines subtiles. Vous savez, quand on pense au premier contact entre l'Europe et l'Afrique, on a souvent en tête des images très précises, souvent tragiques, de conquête, de colonisation, mais l'histoire est bien plus complexe et nuancée que ça. Et l'histoire du royaume Congo, au XVe siècle, est l'un des exemples les plus fascinants. C'est l'histoire d'un Congo qu'on ne nous montre jamais. Imaginez la scène. On est en 1483. Sur les côtes de l'actuel Congo, des navires immenses, comme personne n'en a jamais vu, apparaissent à l'horizon. À leur bord, des hommes à la peau claire, dirigés par un explorateur portugais du nom de Diogo Cano. Pour les habitants du puissant royaume Congo, c'est un choc. Qui sont ces hommes de l'eau? Sont-ils des esprits, des ancêtres revenus de l'au-delà? L'étonnement est total. Mais ce premier contact n'est pas celui d'un envahisseur face à des sauvages. Pas du tout. Diogo Cano ne débarque pas en terrain conquis. Il débarque dans un royaume structuré, organisé, avec une administration, une monnaie, une armée, et à sa tête un souverain puissant et respecté, le Manikongo, Nzinga à Nkuwu. La rencontre entre Diogo Cano et le roi Nzinga à Nkuwu n'est pas une confrontation, c'est une négociation diplomatique. C'est une rencontre entre deux puissances. Le roi Congo est intrigué par la technologie des Portugais, leurs armes à feu, leurs instruments de navigation. Les Portugais, eux, sont fascinés par la richesse, l'or, l'ivoire et l'organisation politique de ce royaume dont ils ignoraient tout. Ce n'est pas une histoire de domination immédiate. C'est une histoire d'échange. Des ambassadeurs sont envoyés. Le roi Nzinga à Nkuwu envoie même certains de ses nobles au Portugal pour apprendre la langue, la culture et rapporter les secrets de cette nouvelle puissance. De son côté, il accueille des missionnaires, des artisans, des conseillers portugais. Il voit dans cette alliance une opportunité incroyable de moderniser son royaume et de renforcer son pouvoir. Le tournant, le vrai twist de cette histoire, c'est que le roi finit par se convertir au christianisme en 1491. Il prend le nom de João Paué, en l'honneur du roi du Portugal. Et ce n'est pas une conversion forcée, c'est un choix politique et spirituel mûrement réfléchi. Il voyait dans le christianisme un outil pour unifier encore plus son royaume. Son fils, Afonso Mbemba Nzinga, qui lui succédera, deviendra l'un des rois chrétiens les plus dévots et les plus lettrés de son temps, correspondant directement avec le pape à Rome. Pendant un temps, le royaume Congo et le Portugal ont interagi presque d'égal à égal. Une relation complexe, faite de fascination mutuelle, d'alliances stratégiques et d'échanges culturels profonds. Bien sûr, on ne peut pas nier que cette rencontre a planté les graines de la future tragédie de la traite négrière qui finira par dévaster la région. Mais retenir uniquement cela, c'est oublier ce premier chapitre. C'est oublier l'histoire d'un roi africain visionnaire qui a dialogué avec l'Europe, non pas comme un sujet, mais comme un souverain. C'est l'histoire d'un Congo puissant, organisé et ouvert sur le monde, bien avant que les cartes ne soient redessinées par la colonisation. Et cette histoire-là, elle mérite aussi d'être racontée. La musique s'intensifie légèrement puis s'estompe.